Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qu'on appelle une vidéo Market Update. Un Market Update, qu'est-ce que c'est? C'est un point marché, toutes les informations chiffrées pour vous permettre de performer dans votre activité. On démarre tout de suite notre Market Update du premier semestre 2024. Et pour ce Market Update du premier semestre 2024, j'ai la chance d'être accompagné de Florence. Florence, merci d'être avec moi. Avec plaisir. Et avec Florence, on va vous partager des informations marché un peu macro, parfois un peu plus micro. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour vous permettre à vous et à travers vous, à vos vendeurs, de faire les bons choix pour accomplir leurs projets immobiliers. Florence, peut-être pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parlons quelque part de l'information la plus macro. Ce sont les volumes de vente. Je crois que tout un chacun sait aujourd'hui que les volumes ont baissé ces derniers mois, voire ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du volume de vente constaté au moment où on tourne cette vidéo? On la tourne au mois de juin 2024. On commence à avoir des informations précises et sur l'année 2023 et sur la situation à date. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Déjà, on peut pas parler de la situation actuelle sans parler finalement de l'envolée un peu dingue qu'on a pu voir à partir de 2015 et surtout qui s'est vraiment accéléré, on le sait tous, sur 2019-2021 avec le pic, le record absolu de vente en France avec plus d'1,2 million de transactions. Et par contre, effectivement, depuis 2022, le retournement de marché a commencé à s'opérer et il est devenu vraiment étendu à partir de 2023, puisqu'on sait qu'on a clôturé 2023 avec 875 000 transactions. On sait que cette tendance est encore en train de se poursuivre, puisque là, si on regarde à fin avril, en fait, on a 822 000 transactions sur un an. Donc sur 12 mois glissants, c'est ça? Sur 12 mois glissants. Donc encore une baisse par rapport à 2023. Pour les prospectives, on a deux possibilités. On a la vision optimiste qui serait de dire que ça va commencer à se tasser et qu'en gros on va clôturer l'année aux alentours de 800 000 transactions. On va dire que c'était plutôt le scénario jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Aujourd'hui, on a un petit élément extérieur qui vient beaucoup perturber le marché, qui est la dissolution de l'Assemblée et les élections. Et on sait que c'est un événement qui risque vraiment de figer en fait les choses. Il risque d'y avoir quand même beaucoup de reports de projets, que ce soit autant en vente qu'en achat, et ça risque de figer en plus durablement, parce que ça va pas juste se régler une fois que les élections seront passées. Il va y avoir beaucoup d'attentisme derrière. Donc il est possible que finalement on atterrisse peut-être aux alentours des 730 000, 750 000 transactions en fin d'année. C'est très difficile en fait de faire vraiment une véritable prospective, tant on a de choses en fait qui viennent interférer avec le marché. Un autre élément qui était à prendre en compte, et on le sait déjà depuis quelques mois, c'est que et c'est un événement plutôt sociologique, c'est que le moral des Français est bas. Et on sait que ça, c'est de nature à impacter énormément les projets. Exactement. Même s'il y a une part d'irrationnel dedans, parce qu'en plus, le moral est plutôt mauvais justement sur les achats très importants, on va dire. Et ça, on sait que ça aura un impact probablement, effectivement, aussi sur les projets, quels qu'ils soient. Du coup, si on résume, on est OK pour se dire que ce qui a été exceptionnel, c'est potentiellement les années de 2019 à 2021-22, on va dire. Ouais. D'abord porté par l'envolée des taux, mais on y reviendra, mais également porté par cet effet un peu Covid, où on a senti qu'en retour de confinement, les gens ont voulu se relancer dans des nouveaux projets, etc. Et on a coutume de dire que finalement, cette baisse d'à peu près 22 à 23% des volumes de transactions entre 2022 et 2023 est la baisse la plus brutale qu'on ait jamais connue dans notre industrie, en tout cas de manière aussi rapide, alors que sur des tendances longues, ça reste des années qui sont des années, mais on y reviendra, des années finalement relativement correctes. En tout cas, il y a encore largement de quoi faire suffisamment de business. Oui, puis la remarque, c'est qu'on est quand même très loin du creux terrible qu'il y a eu quand même en 2009, où je rappelle, je crois que vraiment le plus gros creux, c'était sur août 2009, où sur un an, il y avait 564 000 transactions. Donc, on est très loin de ces niveaux-là, même si effectivement, par contre, en termes de baisse, on est sur des choses complètement comparables en termes de baisse en pourcentage. Des choses à rajouter sur cette première slide sur la partie volume de transactions? Alors,
une chose à rajouter, parce que tu parlais du Covid et c'est intéressant parce que je crois qu'il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier qui finalement prévoyaient une fin de cycle qui devait arriver finalement sur 2020. Moi, c'est ce que j'avais plutôt anticipé. Je voyais le retournement de marché arriver sur la deuxième partie de 2020 et finalement ce Covid qui est arrivé a eu un effet un peu à l'inverse de ce qu'on pouvait imaginer, où on s'est dit ça va ne faire qu'accentuer finalement le retournement de marché et en fait ça a grippé un peu le marché pendant un très léger temps et après c'est reparti et c'est peut-être ça qui a alimenté la flambée totale en fait du marché qui après s'est opéré véritablement sur 2021. Et après une dernière chose, c'est que les perspectives pour 2025, on devrait être sur une phase avec tous les événements, enfin sur de la stabilisation et on espère une reprise au moins timide à partir de 2025. Tout en restant, mais je crois qu'on y revient après, tout en restant sur finalement un marché qui reste un marché qu'on dit d'utilité. C'est-à-dire juste qui est impacté finalement par divorce, décès, déménagement, dette, etc. Ces fameux 4D. Ouais. Et on sait qu'en France, compte tenu de la démographie actuelle, c'est à peu près la volumétrie de transactions qu'on est en droit d'attendre dans ce type de marché-là, 800, 850, 900 dans des belles années, etc. Oui. Ok. Quel impact du coup on a sur l'évolution des prix? Parce qu'on a parlé des volumes et on sait que la reprise ou non du marché peut être directement liée à l'impact ou non sur les prix. Et ce point de rencontre entre acheteurs et vendeurs, on en est où au niveau des prix? Là, l'évolution des prix, ce qu'on voit déjà, c'est que, pareil, les prix se sont envolés aussi sur ces dernières années. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la baisse, ça y est, s'est enclenchée depuis 2023 d'ailleurs. On le constate déjà. On le constate déjà, puisque sur 2023, on enregistre une baisse de moins 4% des prix au niveau national, ce qui d'ailleurs, parallèle intéressant, est la baisse la plus importante depuis 2009, où on avait enregistré une baisse de moins 4,1%, donc quasiment un niveau équivalent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les tendances aussi sur ce début d'année 2024, puisqu'à fin mai 2024, on était sur des tendances sur un an à moins 6% sur les appartements et à moins 6% sur les maisons et à moins 5% sur les appartements. Du coup, on peut se dire que cette évolution des baisses des prix, elle s'accélère? Elle s'accélère, exactement. Mais ce qui est logique par rapport à ce qu'on disait, c'est que finalement, en fait, le retournement de marché s'est opéré à partir de 2022. Voilà, on va dire que la bascule, elle s'est faite à ce moment-là. On est vraiment basculé sur 2023. Ce qui veut dire tout simplement qu'on est passé d'un marché qui était dans les années entre 2019 et 2021 sur un véritable marché d'opportunité à aujourd'hui un marché de contraintes et surtout un marché où la part en fait des transactions de propriétaires en fait qui n'ont pas le choix de vendre a très fortement augmenté en fait dans le nombre total de transactions. Et on le sait en fait, ces personnes qui n'ont pas le choix de vendre sont forcément celles qui sont le plus enclines à accepter des baisses de prix. On pourrait imaginer du coup qu'on a eu une période d'attentisme où les gens ont peut-être attendu de voir ce que le marché allait donner avant de décider d'aller malgré leurs contraintes, de lancer leur projet et se disant c'est en train de se retourner, vaut mieux y aller maintenant que d'attendre 6 mois de plus. Oui. C'est ça qui a fait qu'on constate maintenant cette baisse de prix, c'est que les gens sont beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui qu'il y a 6 ou 9 mois. Complètement. Et ce sera le cas de plus en plus. Et j'ai même envie de dire que justement, probablement l'attentisme qui va être provoqué du coup par les événements extérieurs, dissolution, élections, va faire que du coup, va encore augmenter cette proportion de gens qui n'ont pas d'autre choix que de vendre et qui eux du coup sont vraiment sensibles en fait à la baisse de prix. Et donc on aura probablement des baisses de prix encore plus conséquentes sur 2024. Pour commenter peut-être juste cette chose-là d'un point de vue très opérationnel terrain, j'ai eu la chance il y a quelques semaines d'interviewer Jason Abrams qui est numéro 3 chez Keller Williams, ou en tout cas en charge de toute la partie training, contenu, etc., qui est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis pour ses analyses très fines. Et c'est intéressant parce que l'autre jour, je lui demandais, mais du coup, comment est-ce qu'on aborde la question du prix dans un marché qui se retourne, comment est-ce qu'on accompagne nos vendeurs dans ces marchés qui se retournent? Et sa réponse a été marrante parce que plutôt que de donner une stratégie pour mieux vendre cette baisse de prix à un vendeur, sa réponse ça a été de me dire, si tu luttes pour obtenir une baisse de prix auprès d'un vendeur, c'est que tu parles au mauvais vendeur. Exactement. Et tu vois, pour rejoindre ce que tu disais, c'est que finalement, est-ce que pour les agents qui nous écoutent, est-ce que c'est pas en ayant plus de conversations avec plus de vendeurs qu'on se donne la possibilité de parler avec ceux qui ont des vrais projets, qui sont effectivement ceux qui seront à l'écoute de cette baisse de prix nécessaire pour concrétiser les projets. Complètement. Et puis du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, un agent doit vraiment consacrer son temps, son énergie
sur justement ces vendeurs qui ont une vraie motivation de vente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un agent doit vraiment passer 0 temps sur des ventes de confort, parce que c'est absolument pas le marché sur lequel il faut perdre son temps là-dessus. Donc, faut vraiment focuser sur effectivement les bons vendeurs, et ça veut dire pour ça, enfin, de bonnes découvertes aussi dès le départ finalement. Le projet. Autre chose qui est intéressante quand même sur cette baisse des prix, c'est que finalement, on a quand même une grande hétérogénéité de la baisse des prix en France, et ça c'est ce qu'on voit du coup, et qu'on peut voir même d'ailleurs dans l'évolution, parce qu'on a encore, mine de rien, encore quelques départements qui continuent à être en hausse. Comme on le voit, il y en a beaucoup moins que l'année dernière, donc on imagine très bien, là on a la comparaison en fait entre l'année dernière et cette année, on voit assez bien la projection du coup sur l'année prochaine. Je pense que du coup quasiment tous les départements auront basculé du coup dans la baisse. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de se dire que pour les propriétaires qui sont dans les zones encore de hausse de prix, même si elles sont faibles, ou les propriétaires qui sont dans les zones où les baisses sont encore très limitées, là, il y a un créneau à prendre, il faut vendre maintenant. Parce que une fois que la baisse va être enclenchée, on va pas se mentir, c'est pas dans 1 an ou 2 que les prix vont repartir à la hausse. Ce que tu veux dire, c'est que les agents qui sont dans des départements qui n'ont pas été encore trop fortement impactés peuvent jouer sur le fait qu'ils ne l'ont pas encore été, pour vraiment aller au-devant des vendeurs et dire faites-le maintenant, regardez ce qui s'est déjà passé dans d'autres départements. Il y a encore une opportunité à prendre, et qui est à prendre maintenant, parce qu'après on va re-rentrer dans un cycle probablement plus long, et donc il y a encore des poches d'opportunités à prendre. On sait que les territoires qui ont été les plus impactés par ce retournement de marché sont souvent ceux qui sont les plus exposés au crédit. On va y revenir, mais c'est forcément un facteur qui impacte beaucoup dans l'évolution des volumes et des prix, et que les territoires qui ne l'ont pas été jusque-là sont ceux qui sont jugés comme étant sur des territoires où les habitants sont plus facilement capables de compenser par de l'épargne supplémentaire ou de financer des acquisitions cash, et qui du coup ont été impactés un peu moins que ceux qui sont sur des secteurs plus populaires avec beaucoup plus de primo-accédants, qui ont été les premiers à sortir du marché. Complètement. Oui, puis après il y a d'autres éléments qui vont jouer. Par exemple, on sait qu'il y a des départements où notamment il y a beaucoup de résidences secondaires, et on sait que le marché des résidences secondaires continue quand même à bien se porter. Donc on le voit plus ou moins d'ailleurs dans la carte, que ces départements sont moins touchés que les autres, voire continuent à être en hausse. Donc il y a plein de facteurs qui jouent finalement dans ces baisses de prix. Ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui globalement, c'est qu'en gros sur cette année 2024, on se situera probablement au global sur une baisse qui va être au moins entre 6 et 7%. Peut-être plus au regard des événements, mais donc une accélération par rapport aux 4% de l'année dernière. Du coup, on parlait de ces disparités. Ça donne des disparités, je le disais, dans le pouvoir d'achat immobilier, ce pouvoir d'achat qui est évidemment impacté par les taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette évolution de ce pouvoir d'achat, même sur des trends un peu plus à long terme? C'est évident en fait que le pouvoir d'achat, forcément, il a été impacté par la hausse des prix qui a été assez délirante, on va pas se mentir, sur les dernières années, mais d'autant plus en fait que la hausse des revenus n'a pas suivi en fait en corollaire en fait de la hausse des prix. Donc au final, on a une baisse du pouvoir d'achat immobilier qui est enclenchée elle aussi. Pour donner une idée quand même, entre 2021 et 2023, on a une baisse de 10% du pouvoir d'achat immobilier des Français. Ce qui, de façon plus claire et peut-être plus lisible, veut dire tout simplement qu'en moyenne, les Français ont perdu une pièce en fait en termes de pouvoir d'achat entre 2021 et 2023. Et c'est sous l'effet ciseau d'à la fois une augmentation des prix qui continuait à cette période-là, au moment où les taux ont eux commencé à augmenter. Donc cette augmentation des taux et cette augmentation des prix a réduit drastiquement le pouvoir d'achat. Complètement. Et du coup, on a atteint vraiment... Alors, le creux, on l'a eu vraiment sur 2023. Là, c'est pareil, on est plutôt en phase de stabilisation parce que les Français ont quand même perdu 6 mètres carrés uniquement sur l'année 2023. Là encore, on peut le remarquer, on n'est pas du tout sur les niveaux de 2009 où on avait atteint 58 mètres carrés sur un logement moyen. Là, on est quand même encore beaucoup plus élevé. Mais ce qui est intéressant de voir derrière ça, c'est l'impact en fait surtout sur les primo-accédants. On le dit beaucoup, c'est que dans cette crise, c'est quand même les primo-accédants qui sont le plus touchés. Et sur le pouvoir d'achat, pourquoi ? Parce que
déjà, il y a un lien qui est très fort, on le dit rarement, mais il y a un lien très fort entre la primo-accession et le fait d'avoir son premier enfant. Et forcément, quand on a son premier enfant, généralement, si on achète, il faut une pièce de plus. Et finalement, cette perte de pouvoir d'achat qui se traduit par une pièce de moins fait qu'il y a plein de primo-accédants qui vont préférer ou ne vont pas avoir le choix que de rester locataires finalement et ne vont pas pouvoir devenir justement primo-accédants. Là, on sort de ce qu'on voulait partager, mais donc du coup, ça me fait dire, ce même primo-accédant qui a besoin de plus grand, qui du coup peut pas le financer, qui du coup va rester là où il est ou chercher à la location, ça a des impacts aussi, on sait aujourd'hui sur le marché de la location, qui est presque encore plus touché en termes d'offres et de demandes que le marché de l'achat, parce que les gens sont restés un peu figés dans leur logement, il y a moins de rotation, c'est ça? Oui, complètement. Et puis l'autre constat, c'est que le niveau de locataire atteint un niveau record depuis 10 ans en France. Et ça, c'est un impact direct aussi, évidemment. On parlait de ce qui impacte grandement le pouvoir d'achat des acquéreurs. Parlons des crédits, évidemment. On le sait qu'on est sur un marché en France qui est souvent directement lié et impacté par les hausses et baisses de taux d'intérêt. On sait qu'on a connu des hausses très fortes en très peu de temps. Oui. Ça se détend un petit peu, on croit savoir que ça se détend un petit peu. En tout cas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le champ du crédit immobilier? Sur le champ du crédit, c'est déjà effectivement qu'on a eu un décrochage en fait de la production de crédit immobilier. Pareil à partir de 2022, donc on a eu vraiment une concordance des indicateurs. Qu'on a eu moins 40% de production de crédit sur l'année 2023, mais que ça y est, sur 2024, la production de crédit est vraiment repartie, puisqu'on a vraiment un rebond en fait à partir du premier trimestre. Plus précisément à partir de février 2024. Mais pour donner des idées de comparaison, en fait, entre décembre 2023 et mars 2024, il y a eu plus 52% de production de crédit. Donc c'est quand même une vraie reprise. Et on a en plus une accélération sur avril 2024, où là, on a carrément plus 29% de production de crédit sur un seul mois. Donc, une véritable accélération de la production de crédit. Je voudrais juste qu'on soit clair pour les gens qui nous regardent. Du coup, quand on parle de production de crédit, on parle bien de la quantité de crédit distribué, finalement, oui. Et qui, elle, est impactée, parce qu'on a tendance à penser uniquement taux, et on va voir les taux juste après, mais aussi par les règles d'octroi. On a notamment une hausse des taux, mais on va y revenir, mais également des règles d'octroi qui étaient devenues de plus en plus compliquées. Donc là, quand bien même les taux commenceraient à peine à se détendre, les règles d'octroi sont devenues un peu plus souples, peut-être aussi en ce début d'année, et les vannes ont été un petit peu plus ouvertes par les banques. Complètement. Okay. Oui. On le sait, les banques effectivement ont vraiment ouvert les vannes, et ça se traduit dans les chiffres de façon assez nette. Du coup, parlons des taux. Donc ces taux, je le disais, ont explosé. Ils se détendent un petit peu. Est-ce que c'est durable ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur les taux spécifiquement? La baisse des taux, c'est pareil. Elle s'est enclenchée sur 2024. Il y a eu un événement assez important. Il y a encore pas longtemps, c'est la BCE qui a baissé ses taux directeurs. C'était le 7 juin. C'était la première fois depuis très longtemps. C'était la première fois depuis 2019. Okay. Alors, on en a beaucoup parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, probablement, le marché avait déjà anticipé ça. C'est pour ça qu'on a eu justement les baisses de taux à partir de tout début 2024. On va dire qu'on était parti sur une tendance où on se disait ok, ça va encore baisser. Là encore, le contexte actuel et cet événement dissolution élection met beaucoup de points d'interrogation. Pourquoi des points d'interrogation? Tout simplement parce que ce contexte a un impact sur les taux longs. Les taux longs, c'est les taux auxquels empruntent les États notamment. Et les taux longs, eux, ont très mal réagi à la dissolution et à l'annonce des élections. Donc il est possible qu'on se fige pareil un petit peu, et là il va falloir vraiment, qu'on ait plus d'éléments pour savoir vers quoi on va s'orienter. Mais c'est vrai qu'on était parti pour une baisse qui continue à s'accélérer, et peut-être une perspective à 3,30 en fin d'année, sachant qu'à fin avril on était à 3,89 en moyenne. Là, je prendrais un peu plus de pincettes sur le fait que ça baisse encore. Mais une fois encore sur les taux, je rappelle aussi que de la même façon, on a vécu une période qui était totalement une anomalie, en fait, où on avait atteint des taux qui étaient aux alentours des 1%, qui étaient totalement inédits, en fait, dans l'histoire du marché immobilier, et qui, il faut le répéter, c'est vraiment une anomalie, en fait. En réalité, avec les taux qu'on a actuellement, on est sur des taux qui correspondent quand même à la grosse tendance des taux quand on prend vraiment des périodes longues. Donc, on aurait pu imaginer une baisse qui se serait prolongée jusqu'à la fin de l'année. Oui.
on peut la mettre en doute aujourd'hui parce que les marchés, cette incertitude qui pèse en tout cas, a fait réagir les marchés et voilà, a en tout cas figé cette possibilité de baisse dans les prochains mois. Complètement. Ok. Donc avec tout ça, c'est vrai qu'on peut dire que le marché est pas encore à la reprise. Par contre, chez KW France, on a plutôt de bons indicateurs, je crois. Ouais, c'est vrai on suit de très très près l'impact qu'ont tous ces indicateurs qu'on vient d'évoquer sur les performances de notre réseau et évidemment de nos agents de terrain. Ça faisait globalement quand même depuis de nombreux mois qu'on voyait les différents éléments de la chaîne de production s'améliorer. On a la chance d'avoir des outils aujourd'hui qui nous permettent d'avoir cette analyse très très fine sur ces éléments de chaîne de production. Juste, je le reprécise pour les agents qui nous regardent, quand on parle de chaîne de production, c'est quoi? C'est le premier élément, c'est les contacts que je génère, combien de personnes je rencontre, qu'ils soient acquéreurs, qu'ils soient vendeurs, etc. Combien de ces contacts se transforment en estimations, combien de ces estimations se transforment en mandat, en offre d'achat, en compromis. Et en fait, on suit les différentes étapes de cette chaîne de production. Et déjà sur 2023, on avait vu une amélioration des premiers éléments de cette chaîne de production. Plus de contacts, plus d'estimations, plus de mandats. On avait des volumes de mandats rentrés qui avaient fortement augmenté. Du coup, des stocks qui avaient beaucoup augmenté parce que sous l'effet de plus de mandats qui rentrent et des mandats qui mettent plus de temps à se vendre, on a retrouvé des niveaux de stock de mandats qu'on n'avait plus depuis très longtemps. Donc ça, c'est la première des choses. Ces stocks de mandats, et c'est même un conseil que je donne pour les agents qui nous regardent, il a fallu les travailler. Et très très tôt, dès qu'on a senti les premiers éléments de retournement de marché, je dirais dès le tout début de l'année 2023, on s'est vraiment mis en mode travail du stock, baisse des prix, avenant, requalification des mandats, etc. Et je crois qu'on a fait partie des premiers à avoir réagi très vite de ce côté-là. Ce qui nous permet aujourd'hui de constater, si on regarde les chiffres de mai 2024 par rapport à mai 2023, une progression sur la qualité de ces mandats qui sont aujourd'hui rentrés, puisqu'on a une augmentation de 13% du volume de mandat Success, qui est le nom de notre mandat exclusif chez Keller Williams, qui a progressé. L'autre chose qui est intéressante à regarder, si on continue la chaîne de production, c'est qu'on a certes une augmentation du nombre d'offres, donc on a eu plus 11% d'offres obtenues en mai 2024 par rapport à mai 2023, mais on en a 37,6% de plus qui ont été acceptés par rapport au même mois l'année dernière. Ce qui veut dire que non seulement on en a plus en volume, mais surtout, ces offres, elles passent aujourd'hui. Elles passaient moins ces derniers mois. Et sous l'effet de ce que j'évoquais, les baisses de prix, travail du stock, éducation des vendeurs et toutes les informations que tu viens de partager, il faut que les agents qui nous regardent les connaissent bien pour faire ce que j'appelle du coaching à la prise de décision, quelque part, des vendeurs, pour rendre compétents ces vendeurs et qu'ils prennent les bonnes décisions pour leur projet. Ce qui nous conduit aujourd'hui à voir ces offres acceptées augmenter de manière très forte. Et donc, cette augmentation de 37,6% du volume d'offres acceptées, ce sont des compromis, du coup, qui se signent, et on le voit, plus 16% en volume de compromis signés sur mai 2024 par rapport à mai 2023, et qui se signent d'autant plus souvent que, tu l'as dit, les banques ont un petit peu ouvert les vannes, etc. Et donc, même ces offres acceptées, qui pour certaines auraient pu ne pas aller au bout il y a encore quelques mois, aujourd'hui vont au bout. Et donc, on voit cette progression sur les compromis, très vite derrière sur les unités encaissées. Et quand on a des chiffres qui sont supérieurs à l'évolution du marché, tu évoquais la possibilité d'avoir un marché qui viendrait à se contracter en 2024 de peut-être 10%. Si c'était le cas et que les chiffres se maintiennent, alors ça démontrerait de notre capacité à gagner des parts de marché. Parce que je le rappelle, quand vous progressez dans un marché qui se rétracte, alors vous gagnez des parts de marché. Et je crois que nous sommes partis pour continuer de gagner des parts de marché en 2024. Et les perspectives, justement, pour 2024 chez KW France? Il y a un chiffre, je disais, qu'on est très porté sur la data et l'analyse des chiffres. Il y a un chiffre qu'on suit de très près et que tout le monde ne suit pas, qu'on appelle la valorisation du stock mandat. La valorisation du stock mandat, c'est quoi? C'est quand on prend sa quantité de mandats en stock, qu'on vient projeter les honoraires moyens qui sont détenus par ces mandats, qu'on vient regarder le taux de transformation de ces mandats en compromis. Combien est-ce qu'il me faut de mandats pour concrétiser un compromis? Et on vient même projeter les délais d'écoulement. Combien est-ce qu'il me faut de jours pour transformer mes mandats? Et ça nous permet de donner un chiffre que l'on va valoriser et on va donner une valeur de ce stock mandat. Et cette valeur de stock mandat, aujourd'hui, elle est en progression de 34% par rapport au point le plus bas qu'on a constaté au plus fort de la décroissance de marché. Donc, un stock mandat qui a une valeur de 34% supérieure au point le plus bas, alors là aussi, ça nous donne des perspectives intéressantes pour les
pour les prochains mois. Si on continue de bien le travailler, ce stock, on a des perspectives très intéressantes en termes de chiffre d'affaires dans les prochains mois. Florence, puisqu'on parle de perspective, de prospective même, on a parlé des dernières années, on a parlé de là où on est en 2024, et il y a un exercice qu'on fait assez rarement finalement dans notre industrie et dans notre secteur d'activité, c'est de se projeter à très long terme. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme étant les tendances en volume de transactions, notamment sur des périodes beaucoup plus longues? Alors, pour se projeter sur les tendances long terme, moi, ce que j'aime bien, c'est déjà regarder sur ce qui s'est passé sur les tendances long terme avant. Okay. Et c'est vrai que très souvent, on regarde, comme on l'a fait au début, les périodes depuis 2000, un truc comme ça. Mais là, ce qui est intéressant de regarder, tu vois, c'est par exemple l'évolution du nombre de transactions en France depuis 1965. Et on voit qu'on a une évolution qui est quand même assez intéressante. Et surtout, ce qu'on voit tout de suite, en fait, on a beaucoup parlé de la bulle immobilière du début des années 2000. C'est vrai qu'on a énormément parlé, surtout avec la crise de 2008 qui a suivi. Finalement, on parle très peu de ce qu'on voit quand même de façon très claire finalement sur les courbes de la bulle qui s'est opérée à partir de 2015 et qui a eu son apogée en 2021. Et si on regarde finalement par rapport aux tendances long terme, cette bulle-là, en fait, elle est énorme, énorme tant par la rapidité en fait qu'il y a eu dans l'accélération du nombre de transactions et l'intensité en fait de l'accélération. Donc la vraie question, c'est de se dire, est-ce que finalement la bulle des années 2000, on n'est pas encore dedans, mais il y a eu un petit réajustage qui a été dû à un problème de marché, notamment à la crise des subprimes, mais finalement le problème n'est toujours pas résolu. Et il y a une autre donnée qui pour moi est vraiment très intéressante à suivre et qui celle-là est beaucoup plus révélatrice, c'est quand on regarde l'évolution des prix en fonction du revenu annuel. Et là, on s'aperçoit que là, on a une véritable anomalie qui s'est créée effectivement à partir des années 2000, puisque en fait, tu vois, sur le long terme, en fait, de 1965 à 2000, en indissant, on était à peu près équivalent. En fait, quelles que soient les crises, les cycles, etc. Grosso modo, ce rapport en fait prix-logement par rapport au revenu des ménages était assez stable. Il n'y avait pas d'événements majeurs, quels que soient les cycles qui arrivent. Pardon, je te coupe, ce qui veut dire que si les prix augmentaient, ça veut dire que les revenus suivaient avec. Exactement. D'accord. Et finalement, enfin, il y avait les impacts des crises, des cycles, etc. n'impactaient pas en fait ce rapport-là. Par contre, on voit très bien qu'à partir de 2000, il y a eu un décrochage complet et qui n'est toujours pas résolu. Donc la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que finalement, plutôt qu'une crise, est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène de régulation où il faut absolument qu'on revienne en fait sur ce niveau sur lequel on était entre 65 et 2000. Et il n'y a pas de raison, en fait, qu'on soit parti en envolée comme ça. Dans cette logique-là, ça veut dire que ça va prendre du temps, ça va prendre quand même quelques années, que ce phénomène de régulation, j'ai tendance à dire qu'il est plutôt sain. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est que l'immobilier devienne un véritable marché de nantis. On le voit d'ailleurs un petit peu actuellement. La vraie question, c'est est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est plus structurel? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que les gens qui achètent de plus en plus sont les gens qui ont déjà du patrimoine. Donc, ce sont des vraies questions. On n'a pas encore les réponses. Une chose est sûre, c'est que chez Keller Williams, on va suivre ça de très près pour voir finalement quelle est la tendance qui va l'emporter, pour apporter le maximum d'informations aux agents et driver finalement leur activité. Merci Florence pour ces partages très précieux. J'espère qu'ils seront vraiment de nature à vous aider dans votre activité. Notre objectif à travers cet exercice-là, c'est de permettre de monter le niveau de connaissance sur ces dynamiques de marché. Souvent, on peut être un peu frustré de se dire quand on est agent, on est focus sur le terrain, sur nos actions du quotidien, sur nos clients du quotidien, et parfois on n'a pas la capacité, c'est normal, de prendre du recul sur son business et sur son activité, et de regarder ces informations-là et de savoir en faire la traduction auprès de ses clients pour les aider à faire les meilleurs choix, parce que c'est aussi ça notre travail. Donc merci pour ce travail précieux qui a été fait, qui vient clôturer quelque part le premier semestre 2024. Donc on se retrouvera très bientôt pour une toute prochaine vidéo et un prochain Market Update. On fera ça tous les trimestres. Donc on se retrouve très bientôt pour notre prochain Market Update. À bientôt. À bientôt.